Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau live de La France au cœur, retransmis en direct sur notre page YouTube. Vous pouvez bien entendu poser vos questions sur le chat. Le thème d'aujourd'hui est frontières, stratégie vaccinale, passeport sanitaire, les Français de l'étranger face au Covid. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir le sénateur Damien Regnard. Merci Damien d'être avec nous. Bonsoir et merci d'être là. Merci. Qui est sénateur des Français de l'étranger, membre du comité de soutien de La France au cœur, membre du groupe d'études sur le numérique, membre du groupe d'études Statut, rôle et place des Français établis hors de France, membre de la commission d'enquête pour l'évaluation des politiques publiques face aux grandes pandémies, en particulier sur le Covid et sa gestion, entre autres fonctions. Aujourd'hui, nous avons les équipes de La France au cœur de la première circonscription du Brésil, qui est donc la circonscription de Brasilia et tout le nord de notre petit pays, dont le tête de liste est actuel et futur, j'espère, conseiller des Français de l'étranger, Xavier Noël Bouton. Nous rejoindra, je crois qu'elle n'est pas encore là, Magnelia Leon Dacnobrega, est avec nous Sauveur Touméo. Nous rejoindra également Jean-Marie Besse, Sarah Noël Bouton est ici, Blandine Jor et Yann Le Sac. Nous avons également les membres de l'équipe de La France au cœur de la troisième circonscription, qui est São Paulo et le sud du Brésil, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, en plus de São Paulo, avec Marianne Gabert qui est présente, Mathieu Dernis, qui est également ici, Fernanda Freitas dos Santos, et Francis Poloni, et moi-même, qui en suis le tête de liste, et vice-président de l'Union des Français de l'étranger de São Paulo et président de l'Association des Bretons. Alors, nous avons un agenda bien chargé, que nous avons un petit peu préparé hier, avec énormément de sujets qui sont extrêmement d'actualité, puisque nous avons eu une loi qui a été votée lundi au deuxième tour, puisqu'au premier tour, la majorité n'a pas réussi à le faire passer sur ce qu'on appelle le pass sanitaire, dont Damien nous parlera. Mais je pense qu'on peut commencer par la partie des frontières, puis ensuite la stratégie vaccinale qui nous inquiète fortement ici, et toute question qui peut intéresser ceux qui nous assistent. Damien, la parole est à vous. Merci Bertrand. Alors d'abord, de chez moi à Paris, enfin en Bretagne, donc au président des Bretons, je dis bonsoir de Bretagne, où je suis pour le pont de l'Ascension. Au vice-président de l'UFE, je dis bravo, merci. Je dis, chers confrères, parce que j'ai été président de l'UFE en Louisiane aux États-Unis pendant plus d'une dizaine d'années. Je sais le rôle que joue et qu'a joué l'UFE depuis de très nombreuses années pour les Français de l'étranger, reconnu d'utilité publique avec une véritable mission. On lui doit entre autres l'arrêt des motifs impérieux pour se déplacer et se rendre en France, avec l'avocat Pierre Siric qui avait également mené une action. Ma femme s'était jointe, puisque je suis moi aussi Français de l'étranger depuis plus de 25 ans aux États-Unis, dans le sud, à la Nouvelle-Orléans. Donc, je suis ravi d'être avec vous ce soir, ravi d'être avec le Brésil. Je suis malheureux de ne pouvoir l'être en présentiel, mais comme beaucoup de mes compatriotes, nous sommes tous un peu cloués au sol. Et avec le bon côté, ce sont ces possibilités de se rencontrer avec un grand nombre de façon informelle, par visio, mais le manque de chaleur, le manque de contact rend les choses toujours un peu frustrantes pour moi. Rapidement, donc je suis depuis 2018 au Sénat. Je viens du secteur privé. Je suis pas un politicien de carrière. Je me suis engagé en arrivant aux États-Unis pour les Français étrangers à travers l'UFE. Ça a été un de mes premiers engagements.
Puis j'ai été élu conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, où j'ai exercé pendant 10 ans mon mandat avant de rejoindre le Sénat en 2018. Je reste un Français établi hors de France. Je suis avec la sénatrice, avec une sénatrice que vous êtes nombreux à connaître, Jackie de Romédy, le seul. Nous sommes les deux seuls sur 12 sénateurs à être hors Europe ou hors frontalier avec la France, avec donc cette connaissance de la distance, du décalage horaire et du challenge que ça peut avoir en plus euh, des tracasseries qu'on peut avoir administratives. Je vis à Paris en ce moment, de par la situation pandémique, de par ma position au Sénat, où je suis quand même tenu à des présences obligatoires, bien évidemment. Je suis rentré chez moi aux États-Unis où j'ai ma femme et une partie de mes enfants une fois en 18 mois. Mon dernier déplacement remonte à janvier. Il était à Djibouti dans le cadre d'une mission un peu spécifique. Mais donc voilà, alors que j'avais fait une quarantaine de pays et de déplacements dans les 2 premières années de mon mandat. Donc, pour parler de la Covid, du Covid, moi, je le mentionnais à Bertrand lors d'une réunion de préparation, c'était dès le mois de janvier. Dès le mois de janvier, même fin décembre, j'étais rentré chez moi aux États-Unis. Fin décembre, avec ma femme, on s'est dit, tiens, c'est bizarre, il y a quelque chose qui est en train de se passer. On voyait, on sentait passer des choses venant d'Asie, on commençait à sentir quelque chose. Parler de coronavirus à l'époque, si vous vous souvenez bien, pas de Covid. Et voilà. Et puis, autour du 20 janvier, j'ai été interpellé par ces sentinelles que sont nos élus des Français de l'étranger dans le monde entier. Et une des sentinelles se trouvait dans le sud de la Chine et m'a appelé un samedi après-midi, en début d'après-midi, j'oublierai jamais, en me disant c'est la panique, les écoles sont fermées, on ne peut plus sortir, on est bloqué chez nous, etc., etc. Il faut faire quelque chose, préviens le Quai d'Orsay, préviens le centre de crise, il faut qu'on bouge, il faut nous aider, on a besoin de tout, il n'y a rien. Donc j'ai appelé le centre de crise que j'ai eu, que je félicite pour sa réaction à nouveau. J'ai eu le directeur du centre de crise longuement au téléphone, qui était parfaitement au courant de la situation et qui commençait à s'inquiéter. Et puis après, j'ai essayé, comme toute personne, j'allais dire, qui a réfléchi un peu à des gestions de crise, ayant vécu quelques crises et ayant eu à gérer quelques crises, j'essaie d'appeler le cabinet, enfin la structure d'urgence du cabinet du ministère de la Santé. Nous sommes fin janvier, nous sommes autour du 15, entre le 15 et le 20 janvier. Un samedi, je pourrais retrouver la date précise. Et donc j'appelle, à l'époque, c'était Agnès Buzyn. J'appelle le cabinet d'Agnès Buzyn. Nous avons, dans les documents que nous avons à disposition au Sénat, le numéro de Buzyn. Donc j'appelle. Et là, je tombe sur une gentille dame standardiste qui me dit, ah ben non, monsieur le sénateur, ah ben non, non, il y a pas de cellule d'urgence ici. Je lui dis, mais attendez, on est samedi, il est 15 heures, il y a une pandémie qui est en train de se décaler, c'est absolument incroyable ce qui est en train de se passer. Ça touche déjà le Vietnam, ça touche Hong Kong, ça touche la Chine, c'est en train de partir dans tous les sens. Il faut qu'on fasse quelque chose, il faut arriver à se mobiliser. Je voudrais parler à quelqu'un. Elle me dit, ah ben non, bah, ici, à part le PC sécurité et moi au standard, il n'y a personne. Je dis, mais attendez, c'est pas possible. Je dis, bon, bah, c'est pas grave, je vais essayer d'appeler la collaboratrice qui est en lien avec les parlementaires. On a son numéro de portable d'Agnès Buzyn. J'essaie de l'appeler 10 fois, 15 fois, ça tombe sur une messagerie automatiquement. Enfin bon, donc, et on ne pouvait même pas laisser un message. Donc je finis par rappeler le ministère et dire, écoutez, c'est grave. Vous n'êtes au courant de rien apparemment. Vous ne savez pas qu'il y a une crise qui est en train de se passer. Mais bon, permettez-moi de vous dire que les Français d'Asie, et en particulier de Chine et de Hong Kong, cherchent des informations, cherchent à contacter le numéro que vous avez mis en place. Mais comme d'habitude, vous n'y connaissez rien et vous n'y comprenez rien. Et vous nous avez mis un numéro vert que l'on peut appeler de France. Mais quand on est à l'étranger, on ne peut pas appeler ce numéro. Donc, quand on a besoin d'une information, essayez d'être pratique et mettez-nous un numéro qu'on puisse appeler de l'étranger. Ça paraît le B à bas. Ah, c'est une très bonne suggestion, monsieur le sénateur. Je le dirai à Madame Buzyn dès demain. Et puis, je lui ai sorti 2 ou 3 informations importantes qu'il fallait communiquer. Bon, c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis,
il se trouve que le dimanche, le lendemain, donc c'était samedi, le dimanche, je me trouve à Roissy. J'allais à Bamako, au Mali. Et là, j'arrive à Roissy. Je trouve quelques étiquettes scotchées sur le métro intérieur, interterminal. Lavez-vous les mains, mettez un masque et éternuez dans votre coude. Des tout petits trucs en noir et blanc photocopiés à la va-vite. Aucune mesure sanitaire, aucune mesure de quoi que ce soit, aucun message à aucun moment, rien du tout. Et je me retrouve au salon d'Air France où j'essaie de prendre contact avec les services sanitaires d'Air France. Et là, je dis, bon, j'aimerais avoir les gens d'Air France, savoir discuter avec eux. Ah bon, mais vous êtes qui? Je dis, bah, écoutez, je trouve que je suis sénateur français de l'étranger, c'est un sujet qui m'intéresse. Je suis avec le centre de Crésia, qu'est-ce qui se passe? On en est où? Les vols arrivent, qu'est-ce qui se passe? Et là, je tombe on m'envoie un des responsables d'Air France sur la plateforme de Charles de Gaulle, qui arrive paniqué et qui m'explique, c'est l'horreur. Il y a 2 ou 3 avions par jour qui arrivent de Chine, remplis. On est donc le dimanche, mi-janvier. Au mieux, nous avons 3 ou 4 personnes avec une veste de la Croix-Rouge, au mieux, qui donnent un flyer à la sortie en disant, bon, attention, voilà. Et rien, rien. Et donc, manifestation d'une forte inquiétude. Il m'a dit, nous sommes très, très inquiets. Nous n'avons aucune protection, nous n'avons aucun moyen de faire quoi que ce soit et les vols continuent à arriver. Air France est en train d'arrêter ses vols en Chine, mais Air China et les autres continuent à arriver et c'est des avions pleins. Donc j'ai dit, bah, ça commence bien mal. Ma mission se poursuivant, je suis arrivé au Mali, où là, j'ai eu une fiche sanitaire à remplir avant de descendre. Je suis sorti de l'avion, au bout de la passerelle, il y avait des gens en combinaison complète, avec des sprays, etc. Enfin, bon, je me suis dit, je précise, au Mali, hein, donc on est loin encore d'un pays avec une sécurité sanitaire à toute épreuve. Mais voilà, un pays en guerre, un pays d'Afrique qui avait pris déjà très au sérieux toutes ces mesures. Et puis, bah, quand je suis revenu en France, quelques jours après ce déplacement, toujours rien. Euh, et c'était le vol, le fameux vol où on a été chercher nos compatriotes en Chine pour les ramener dans le sud de la France, sans masque, sans grande protection, sans test. Le ministre de la Défense l'a admis après avoir eu du mal à l'admettre, mais sans avoir testé le pilote et les équipages militaires qui étaient de la base aérienne dans l'Oise et d'où serait, je mets un gros conditionnel, d'où serait partie la contamination et le cluster dans l'Oise qui a fait de forts dégâts. Voilà, donc un peu un sentiment de temps perdu. J'ai eu l'occasion, dans le cadre de la commission des affaires, enfin d'enquête sur la crise Covid, de le mentionner à Madame Buzyn. J'ai eu l'occasion de le mentionner à d'autres ministres qui sont venus. J'ai eu l'occasion d'en parler à l'ancienne porte-parole. Et au-delà de cette frustration par rapport à la gestion de cette crise, une grande inquiétude parce que l'impression d'une impuissance totale, tout était centralisé entre les mains, et on est un des rares pays dans le monde à le faire, entre les mains du ministre de la Santé, alors qu'on connaît la France avec son millefeuille administratif, avec ses préfectures, avec ses départements, ses régions, ses mairies, totalement écartées. Et à l'occasion d'une audition de M. Castaner, qui était déjà ancien ministre de l'Intérieur à ce moment-là, j'ai posé la question lors de la commission, pourquoi est-ce que ce n'est pas le ministère de l'Intérieur qui gère et qui permet de couvrir l'ensemble du territoire à travers nos relais élus et structures administratives de la France. Et la réponse officielle a été que la décision avait été de mettre ça entre les mains du ministère de la Santé. Je suis allé le voir en aparté après et les commentaires étaient tout autres, à savoir que bien évidemment il partageait mon analyse là-dessus et qu'il regrettait qu'on ait mis en avant l'absence de moyens et de ressources pour pouvoir
effectivement lutter là-dessus. Donc cette crise qui est une pandémie, elle est économique, elle est sociale, elle est sécuritaire, elle est sanitaire, etc., etc., etc. Ce n'est pas seulement une crise pandémique. Une pandémie, voilà. Donc ça a créé un chaos en France qui est mal parti parce qu'on ne l'a pas cru. Je veux bien éventuellement donner le doute à Madame Buzyn qui nous a affirmé que dès fin décembre, début janvier, elle avait alerté le gouvernement et qu'ils ne l'ont pas écouté. Je veux bien lui admettre, accorder un certain doute, mais un décalage total avec la réalité et avec ce qu'on voyait, d'où vraiment ce rôle de sentinelle que nous avons, nous, Français de l'étranger. Quand je parle avec des élus au Chili, de la situation au Chili, parce qu'il y a des tensions et des manifestations, j'ai une version autre que celle de BFM. Quand je suis au téléphone avec un élu au Mexique, en direct, un soir, et qui me dit la Terre tremble, c'est une catastrophe, c'est en train de bouger, je lui dis, mais attends, je suis devant la télévision, il n'y a rien. J'avais les informations 20 minutes avant, une demi-heure avant, et on savait, etc. On peut prendre comme ça de très nombreux exemples. Quand j'ai été alerté par certains élus et de nos élus en Asie, j'ai su qu'il y avait un problème et qu'il y avait un problème sérieux, qu'on n'a pas pris du tout au sérieux ici. On a voulu l'éviter, on a voulu se croire plus malin. Et on l'a bien vu avec l'épisode italien par la suite, où on a considéré que ça s'arrêterait à la frontière et que de toute façon, nous, on était tranquilles et que le virus n'ayant pas de passeport, il n'y avait pas besoin de fermer les frontières, il n'y avait pas besoin de faire le contrôle et on pouvait laisser aller le truc à volo, ce n'était pas un problème. C'est donc très, très mal parti. C'est mal parti parce que Bien. on a envoyé des Non, masques en Chine. hein? Si c'est mal parti parce qu'on a commencé par envoyer des masques en Chine alors qu'on n'en avait pas. Ouais. C'est mal parti parce on est parti sur un mensonge sur l'inutilité des masques pour dissimuler. C'est mal parti parce que le testé, tracé, isolé n'a jamais, jamais, jamais été mis en place. On n'a jamais isolé, on n'a jamais tracé et on était incapable de tester on n'a jamais réussi à tester. C'est mal parti parce que le monsieur déconfinement qui a totalement raté le déconfinement, puisqu'on est parti sur un déconfinement beaucoup trop rapide, à la demande du président de la République, qui a généré le différend avec l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, et qui était pour une certaine retenue. Ben, ce monsieur déconfinement, il est devenu Premier ministre. Et au mois d'août, on s'est dit, mince, ça repart et ça repart très mal. Dès le mois d'août, on le savait, le président a refusé de voir les choses. Hein, il y avait un refus de parler de reconfinement. En octobre, on a remis un confinement trop court. On a redéconfiné immédiatement alors il aurait fallu tenir 15 jours, 3 semaines de plus, pour finalement en refaire un après avoir dit non pendant 2 mois, où on est monté à plus d'hospitalisation en réanimation il y a 15 jours que l'on avait lors du confinement du mois d'octobre. Donc une situation, un échec de politique. Alors on peut dire, vous auriez fait mieux, je ne sais pas. En tout cas, en termes de communication, ça a été catastrophique. Ensuite, il y a eu les épisodes sur les vaccins, sur la négociation du vaccin, sur l'absence de vaccins français, sur les approvisionnements de vaccins. On nous a dit, vous devez faire la première dose à telle date et la deuxième 3 semaines après. Et puis après, on nous dit, non, non, c'est pas 3 semaines, c'est 3 mois. Alors on se dit, ah, bah, ils ont peut-être découvert qu'il y avait un bénéfice à faire cela, mais non, pas du tout, c'est pas ça. C'était une gestion de la pénurie des vaccins qui faisait qu'il fallait. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes presque fin mai. Nous avons une vaccination qui commence à décoller. On est loin des chiffres prévus et initialement à demande. Un relâchement qui va avoir lieu à partir de la semaine prochaine de déconfinement. Une inquiétude de la part d'une partie du corps médical sur l'efficacité des gens qui se sont fait vacciner au mois de janvier. Parce qu'entre janvier et juin, vous allez déjà avoir 6 mois pendant lesquels le virus aura pu évoluer et contourner une partie des vaccins. Les variants, ben, je ne vais pas vous faire de dessin, hein, indien, britannique, Afrique du Sud, Brésil, et il y en a même un breton, hein, il y a un variant breton qui fait quelques dégâts. Donc voilà, on est dans une situation un petit peu de course et de mesures prises pour les Français établis hors de France
à la valide depuis le début. Depuis le début, et là je vais venir, sauf s'il y a une question particulière, mais je reviens en arrière. Mois de mars, panique à bord, nous avons à peu près entre 180 et 200 000 Français, touristes, euh, résidents pour un trimestre par an, hommes et femmes d'affaires en déplacement dans le monde entier, partout. On a des gens qui sont partis la veille, on a des gens qui sont dans la cordillère des Andes, on en a sur des petites îles dans le Pacifique, pas moyen de les mettre dans des bus, dans des bateaux, pas de moyen de les mettre dans un aéroport, il fallait trouver des solutions. Donc ça a été une mobilisation des 12 sénateurs et des 11 députés en collaboration avec le secrétaire d'État Jean-Baptiste Lemoyne, une partie du centre de crise, l'AEFE, et on a fait une sorte de task force avec une mise au point régulière qui nous permettait de faire remonter les urgences que nous avions chacun de notre côté, parce qu'en fait, chacun par nos relais, par nos contacts, par nos amis, parce que notre nom a circulé dans tel ou tel truc, on était sollicité. Et donc là, voilà, on s'est occupé, on s'est battu. Ça a été dur, ça a été difficile. J'ai même été, moi, jusqu'à faire une évacuation sanitaire assez costaud avec Olivier Dassault et d'une personne qui a failli y passer, de 53 ans, qui était au fin fond du Kenya. Donc j'ai vraiment, ça a été quelques semaines très difficiles pour ramener ces gens-là. Chaque fois qu'on Damien, évoquait, oui. je pense que si on peut revenir sur, sur cet aspect un petit peu à la fin, parce que je pense qu'ensuite ça va nous amener à parler euh, des fameux 220 millions. Je pense que si on pouvait un petit peu se concentrer pour le moment sur l'actualité, c'est-à-dire nous ici au Brésil, on a eu une déclaration à l'Assemblée nationale du Premier ministre Oui. qui a décrété tout d'abord une suspension jusqu'au 24 des vols sans aucun préavis, qui a généré toute une sorte de problème auprès de nos compatriotes qui se sont retrouvés bloqués, certains avec des familles, d'autres avec des problématiques santé et autres que l'on a aidé dans la mesure du possible pour les orienter, ainsi que les services consulaires qui n'avaient pas été prévenus, qui n'avaient pas été prévenus non plus. Je pense que si on pouvait, dans un premier temps, traiter de comment est-ce que ça va évoluer, je dirais, depuis aujourd'hui, 13 mai, dans les prochains mois, parce on a plusieurs problématiques qui sont liées, au fait que un certain nombre de nos compatriotes vont maintenant se pencher sur la problématique de est-ce que je peux rentrer pour le mois de juillet-août, sachant que nous avons les Oui. vacances au mois de juillet. Est-ce que ces restrictions par rapport au Brésil et par rapport à d'autres pays vont continuer? Et qu'est-ce qui se prépare au niveau du pass sanitaire, hein, parce il est pour nous très clair que les Français de l'étranger, pendant cette crise, on pourra en reparler après, sont les grands oubliés, que ce soit au niveau mesures d'appui, que ce soit au niveau vaccin, mais ça on en reparlera également. Mais je pense que ceux qui nous écoutent ont un intérêt immédiat sur ce qui va arriver maintenant. Alors, je dis, comme je dis souvent, pour comprendre le présent et le futur, il faut connaître un peu le passé. Mais je comprends aussi l'impatience des gens. Je finirai juste par une phrase sur le bilan français de l'étranger, à savoir effectivement un budget de rapatriement alloué conséquent que l'on met sur le budget des Français de l'étranger. Or, ça n'a rien à voir avec les Français de l'étranger, c'est des rapatriements de Français. Première chose. Deuxième chose, un commentaire fin mai. Réunion un peu de bilan. On arrive au déconfinement. Réunion, on est à 180 000. Le monde entier nous applaudit. 180 000 rapatriements. Honnêtement, bon boulot de la part des équipes
consulaires et des ambassades. Bon boulot d'Air France. Il se trouve que j'étais au centre de crise d'Air France pas plus tard que lundi. Et avec le directeur du centre de crise, on a beaucoup échangé sur ce qui s'est passé et la façon dont tout ça a pu être géré. Mais très mauvaise note du ministre des Affaires étrangères qui, quand il est sollicité, nous dit, écoutez, bon, on a réussi à ramener 180 000 personnes, les Français à l'étranger, maintenant ça suffit, vous ne cassez pas les pieds, vous restez chez vous. Et là, moi, je veux dire que là, ça m'a vraiment mis un coup dans la figure. J'ai dit, c'est pas possible, on peut pas. Donc ça c'était au mois de mai, c'était fin mai. Vous restez chez vous, cet été, vous ne bougez pas. Vous ne bougez pas, c'était clair, c'était net. Ce qui s'est passé avec la déclaration des motifs impérieux, juste avant, ils nous avaient fait un coup fabuleux. Et comme je l'ai dit en introduction, moi je suis quand même beaucoup aux États-Unis. Ils nous ont fait un truc en 72 heures, fin juillet. Il fallait faire un test PCR de moins de 72 heures pour pouvoir embarquer et revenir en France. Si vous n'aviez pas ce test de moins de 72 heures, vous ne pouviez pas embarquer entre les gens qui avaient des problèmes de visa, les gens qui avaient des problèmes de retour en France, pas pour des vacances, mais pour des nouvelles fonctions, des prises de poste, etc. Les gens, enfin, je vous laisse imaginer le nombre de scénarios et de cas particuliers, tous plus souvent dramatiques les uns que les autres, ou en tout cas avec des caractères d'urgence. Il a fallu se battre, à nouveau aller au Conseil d'État pour faire tomber ce truc, où aux États-Unis, au mieux, à l'époque où ils l'ont fait, fin juillet, début août l'année dernière, au mieux, c'était 5 jours, au mieux. Mais ça pouvait monter jusqu'à 12 jours pour avoir un test PCR. Et encore, le fait d'avoir un test, de pouvoir faire tester la demande d'un billet d'avion, enfin pour un voyage, n'était pas un motif impérieux pour pouvoir se faire tester. Donc c'était minimum, si vous avez de la chance. Donc il y a eu ce passage-là. Ensuite, il y a eu le passage qu'on a tous connu, où l'UFE est monté au front avec tout un groupe et un avocat au Conseil d'État, mais un truc complètement délirant. Ils se sont mis à dire, bah, tiens, on va interdire aux Français de revenir en France. Enfin, un truc, mais impensable, inconcevable. Là, j'ai fait une vidéo qui a été vue plus de 100 000 fois en dénonçant et en disant au président, mais arrêtez de déconner, là, c'est pas possible, faut arrêter. C'est quoi la prochaine étape? Et puis, bon, on a réussi à faire tomber quand même assez rapidement. Et là je veux dire qu'il y a eu une forte mobilisation, et en particulier du président de l'UFE. Et donc là, je le remercie. Et bon, on a réussi à démontrer l'absurdité des choses. Du coup, avec beaucoup de prudence, moi j'écoutais, je suivais ça, les ministres qui défilaient depuis janvier, février, mars, là, ils défilaient, disaient, bah oui, on voudrait fermer, mais on ne peut pas parce qu'il y a les Français de l'étranger, on n'a pas le droit de fermer, machin. Et jusqu'au jour où, effectivement, devant l'Assemblée nationale, c'est parti je ne sais pas ce qu'il lui a pris, il avait dû avaler un truc un peu épicé avant, mais notre Premier ministre est parti dans une tirade qui commençait un petit peu… Bon, ben, on va essayer de prendre en considération ce qui se passe. Et tout d'un coup, il a explosé à la fin. Il a dit, on ferme tout. Le Brésil, c'est fini. Ah, j'ai dit, attendez. Donc, j'ai immédiatement écrit. Je crois que certains l'ont vu sur les différents réseaux sociaux. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites? À quoi vous jouez? Donc, aujourd'hui, pour répondre à la question, et aux questions, il y en a plusieurs questions. Pour répondre aux questions, venir en France, vous pouvez le faire. Il n'y a aucun problème. Comme tout citoyen français de n'importe quel pays, vous pouvez venir en France. La seule chose qui est demandée aujourd'hui pour entrer en France, quel que soit le pays, c'est un test PCR de moins de 48 heures dans certains pays, de certaines origines, 72 heures pour 95% des pays. Voilà. C'est la seule chose. C'est demandé exigé par la compagnie aérienne à l'embarquement et vous pouvez venir en France. Après, que vous soyez vacciné ou pas vacciné, quel que soit votre vaccin, vous restez un vecteur possible de transmission de la Covid. Donc, vacciné ou pas vacciné, ça n'a aucune importance à ce stade et à ce jour. Je ne suis pas médecin, mais ce que je vous dis, c'est vérifié, je le confirme, et il n'y a pas de doute là-dessus. J'ai fait plusieurs vidéoconférences avec nos collègues dans le monde entier là-dessus. Le vaccin ne vous dispense pas, quel qu'il soit, reconnu par l'Europe ou pas,
ne vous dispense pas d'un test PCR. Vous devez donc, pour pouvoir en venir en France, avoir un test PCR. Une fois que vous êtes arrivé en France, réponse à la deuxième question. Confinement, pas confinement. La France a décidé, au mois de mars l'année dernière, quand on a commencé à parler de confinement, comme le faisaient de nombreux pays asiatiques en particulier, la France a dit, au Parlement, l'Assemblée nationale avait dit que ce serait vraiment qu'on fasse un confinement. Le Conseil constitutionnel a refusé, a dit on n'a pas le droit de confiner. Et donc ça a été une décision du mois de mars 2020 de dire non, pas de confinement à l'arrivée en France. Aujourd'hui, il y a un confinement depuis quelques semaines maintenant pour le Brésil, pour l'Inde, et une dizaine de pays ont été rajoutés à cette liste. Parfois, de façon un peu hasardeuse, on a du mal à comprendre pourquoi les Émirats arabes unis, qui ont une situation absolument enviable à tout point de vue, aussi bien en termes de vaccination que de contamination, etc., et même de cas, aujourd'hui, ils sont sur cette liste. Cette période de 7 jours est obligatoire, elle est à votre charge si vous êtes à l'hôtel, mais vous avez le droit de décider de votre période de confinement, d'isolement à votre domicile. Il faut le déclarer et vous êtes susceptible de contrôle. Des contrôles qui sont avérés et qui marchent et qui sont effectués avec une autorisation de sortie de mémoire entre 10h et 12h, 10h et midi pour quelques courses et encore. Et à la fin, vous faites un dernier test PCR et vous pouvez à nouveau circuler librement dans le territoire. Je voudrais juste repréciser quelques petits points qui sont un peu spécifiques au Brésil. En fait, pour voyager actuellement en France, il faut soit un test PCR de moins de 72 heures, complété par un test antigénique de moins de 24 heures, ou bien un test PCR de moins de 36 heures. Voilà, et ensuite, c'est une dizaine qui doit être faite d'isolement. Et non une septaine, pardon. Voilà. Oui, et qui est effectivement contrôlée, sauf visiblement quand on a des vols par correspondance ou qu'on arrive via des connexions. Je ne vais pas donner les recettes, c'est pas mon rôle, et en tout cas surtout pas dans le cadre d'une visio, mais c'est vrai que c'est aberrant. Et le directeur de la cellule d'urgence du centre de crise d'Air France, qui lui, on peut se dire, il a quand même des intérêts avec les avions, c'est quand même bon. Hein. Ils sont à 30% aujourd'hui de trafic, hein, 30% de janvier 2000. Donc, ça ne fait pas beaucoup. Comme il nous expliquait, vous êtes contrôlé. Il y a une sécurisation à l'embarquement, il y a une sécurisation pendant le vol, parce qu'on sait que c'est à peu près aussi sain que les chambres dans un hôpital en termes de renouvellement de l'air, de purification, etc. On sait où vous êtes, plus ou moins, on a des moyens de vous contrôler. Voilà. Aujourd'hui, c'est n'importe quoi, et ce sont ces mots, c'est vraiment n'importe quoi, des papiers qui servent à rien, qui ne sont pas récoltés, qu'on ne demande pas, etc., parce qu'il n'y a personne pour le faire. Et surtout, n'importe qui peut arriver par n'importe quel autre hub ou n'importe quel autre aéroport, s'il est ouvert, prendre un autre avion, prendre un train ou prendre une voiture. Et alors là, c'est zéro. Zéro contrôle. Le train, la voiture, zéro contrôle. Vous passez la frontière et il n'y a aucun problème. Et donc là, on ne contrôle plus rien. Donc je confirme effectivement que ça ne résout pas le problème. Et il a été le premier à nous dire c'est n'importe quoi. Mais bon, j'ai juste oublié de préciser que quand on arrive à Paris, on doit passer un autre test PCR quand on arrive à l'aéroport et qu'on a un arrêté préfectoral nominatif qui est fait en fonction du certificat de domicile qui est remis par le passager. Et effectivement, on doit y rester pendant 10 jours et on peut sortir de 10h à midi. Oui. Non, mais alors en plus, aujourd'hui, il y a des contrôles aléatoires qui peuvent être sur tout un avion. On peut décider de
Et ça, c'est pas spécifique au Brésil, ça peut être sur différents pays. Je pense avoir répondu sur la partie test, sur la partie arrivée. Donc, vous pouvez venir en France. Personne n'interdit aux Français du Brésil de revenir en France. Il y a des conditions, elles sont différentes selon les différents pays, mais vous pouvez revenir en France avec les tests PCR. Sur le pass sanitaire. Et là, je crois qu'il est très important d'utiliser les bons mots. Encore une fois, je ne suis pas médecin, je ne suis pas un grand spécialiste non plus, mais je m'intéresse au sujet depuis un moment, je travaille dessus, et en particulier pour les Français d'étrangers. Sur le pass sanitaire, qu'on appelle le pass vert ou le Green Pass, ça n'a rien à voir avec un passeport sanitaire. L'idée du passeport sanitaire, c'est l'utilisation d'un document pour voyager, avec vos données médicales dedans, vos vaccins, vous avez, enfin, un certain nombre de données médicales et qui vous permettraient de voyager. Donc ça a été refusé, ça a été refusé par la France, il n'y en aura pas, ça a été refusé par l'Europe, ça a été refusé par de nombreux pays, et pour l'instant, il n'en est pas question. Pour l'instant, il y a il y a trois documents dont on peut parler. Il y a le Tous Anti-Covid, qui est l'application que le gouvernement a mis en place, qui vous permet, quand vous avez téléchargé l'application Tous Anti-Covid et que vous avez été vacciné, ou que vous avez un test PCR, de scanner dans l'application Tous Anti-Covid le QR code et de pouvoir interagir avec une autorité qui pourrait vous demander la véracité du document. Sachant que des gens ont donné des faux certificats de vaccination, ont donné des faux certificats Covid, de test PCR. Enfin voilà, donc pour éviter ces fraudes et tous ces faux, on a mis en place ce système sécurité. Donc ça, c'est franco-français, tous anti-Covid. Vous avez un truc, ça vous donne aucun droit aujourd'hui, si ce n'est que c'est une preuve que vous avez été vacciné ou que vous avez fait un test PCR. Au niveau européen, on a essayé de travailler sur le Green Pass, sur le pass vert. Les pays européens n'ont pas la même approche. Les pays européens ont déjà, entre eux, certains ont des différends avec le nombre de vaccins. Le vaccin russe Sputnik est toléré, accepté et utilisé même par certains pays membres de l'Union européenne. Bon, mais c'est pas le cas en France, c'est pas le cas aux Pays-Bas. Donc bon, donc ça crée déjà des tensions au niveau de la cohésion. Ensuite, quelle est l'utilisation qui va être faite de ce passe vert? Des inquiétudes. Donc c'est quelque chose, c'est un travail en cours. Un travail en cours qui est urgent, parce que l'objectif est de le mettre en place avant fin juin. Donc, nous avons eu une première lecture du pass vert à l'Assemblée nationale cette semaine. Ça a été rejeté par les députés et en particulier par le groupe Modem qui a refusé de voter, disant qu'il n'y avait pas assez de sécurité et un peu trop d'intrusion dans la vie privée. Enfin bon, c'était plus, je pense, une manœuvre politique pour montrer qu'ils existaient au sein d'une majorité un peu floue aujourd'hui. Et donc, en deuxième lecture, par contre, ça a été validé. Donc, vous dire, si on avait fait l'interview mardi midi, mardi matin, j'aurais dit c'est refusé. Mardi soir, c'est voté. C'est pour vous montrer un peu aussi l'évolution. Ça bouge tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est très, très difficile d'être avec la dernière version et dernière information. Donc, le pass vert, il a pour objectif assez limité de jouer le rôle du tous anti-Covid, c'est-à-dire un petit peu de certifier l'authenticité et la véracité du document que vous avez bien été vacciné, vous avez bien été. Voilà. Et pour le moment, il est limité dans son utilisation à des participations à des manifestations de 1000, de mémoire sur la jauge, de 1000 à 1500 personnes. Un concert, vous avez un événement, une manifestation en plein air, une fête foraine, peu importe, les forêts n'ont pas le droit de bosser aujourd'hui. Mais voilà,
vous avez le QR code qui vous permet d'aller faire ce marathon, aller à ce concert. D'accord. Je connais bien le président du groupe Jouve, qui a un mandat au niveau européen pour la mise en place de ce Green Pass. Je travaille avec lui depuis plusieurs semaines sur comment intégrer les Français de l'étranger dans ce pass vert. Techniquement, on en reparlait encore, j'étais avec lui en début de semaine, techniquement, on est bon. Techniquement, ils sont capables de le faire. Techniquement, vous êtes dans un laboratoire brésilien, vous avez ils ont la possibilité de vérifier que le laboratoire existe et que c'est quelque chose qui est à peu près sérieux, même si c'est en portugais. Ils ont la capacité de le traduire, ils ont la capacité de vérifier votre identité et ils ont la capacité de vous délivrer sur base de votre PCR un résultat qui soit conforme et que vous pourrez présenter aux autorités, etc. en arrivant. Donc on est bon là-dessus. Le secrétaire d'État, Cédrico, pour tout ce qui est un petit peu informatique, numérique, etc., est plutôt favorable. On comprend bien que au ministère des Affaires étrangères, mais je ne suis pas le seul, le patron, le président du groupe Jouve le fait aussi, et je travaille avec une ou deux personnes dans le secteur privé là-dessus. Nous mettons une pression importante sur Jean-Baptiste Lemoyne pour avoir un entretien, pour lui présenter, pour lui dire c'est bon, on a ça, on a ça, on a ça, et on imagine bien que ça bloque, parce que de son côté, il y a des échéances électorales, comme vous n'êtes pas sans savoir, fin mai, et donc il ne veut surtout pas prendre des décisions sur ce genre d'opération qui nous bloquent, soyons clairs, qui nous bloquent dans nos réponses à toutes les questions que nous avons, que vous avez, que j'ai sur ce passe, mais sur tout le reste. Tout est bloqué parce qu'il y a des élections et qu'il ne veut surtout pas prendre une position, donc surtout pas faire de déclaration. Pourquoi? Parce que d'abord, ce passe créerait, et c'est un des problèmes sur lesquels on essaye de travailler en ce moment, créerait à nouveau, comme pour la fiscalité, une différenciation entre les Français établis de France en Europe, qui sont sous la même politique vaccinale, avec les mêmes vaccins, avec les mêmes codes, avec les mêmes procédures, et les Français du reste du monde. Donc on crée à nouveau cet antagonisme. Ça commence à devenir un petit peu pénible et habituel chez nos gouvernants depuis François Hollande. Bon, donc ça suffit. Maintenant, Français de l'étranger, on est Français de l'étranger. Voilà, même si on est à Monaco, il y a une limite, il y a une frontière, et voilà. Donc c'est un petit peu pénible parce qu'on n'arrive pas à avancer. Je suis allé en hémicycle la semaine dernière écouter notre secrétaire d'État sur l'Europe qui racontait un peu n'importe quoi parce que sur ce point-là, il n'a pas été briefé, c'est pas de sa faute. Mais quand il vous dit on a arrêté en janvier 2020 les vols à l'origine de la Chine, c'est faux. Oui, on a arrêté les vols Air France, mais il y avait Air China, il y avait Southeast China, il y avait 3 vols par jour qui arrivaient de Chine. Donc, encore une fois, vous entendez ça en hémicycle, vous étiez témoin, vous étiez à Roissy, vous savez ce qui se passait, et vous entendez un ministre déclarer en hémicycle des choses qui ne sont pas vraies. Donc, sur le pass, à nouveau, pour revenir sur le pass, on lui a dit, bon, et alors, on en est où? On en est où au niveau européen? Bon, le président Larcher s'est engagé à voir avec Thierry Breton un petit peu comment intégrer les Français étrangers. Là-dessus, vous avez l'Organisation mondiale de la santé, c'est le troisième échelon. Vous avez parlé du tous anti-Covid français, passe vert, un peu européen, et puis l'OMS. Encore une fois, on est sur l'évolution. Aujourd'hui, la France reconnaît 4 ou 5 5 et va reconnaître probablement Sputnik incessamment sous peu, d'ici un mois, à peu près la période qu'il faut pour le test. Donc, voilà. Bon, après, rien ne dit. Aujourd'hui, les médecins reconnaissent que le Sinovac ou Coronavac
un bon vaccin. Une étude récente, je ne suis pas médecin ni spécialiste, mais une étude récente, quand je dis récente, elle a à peine quelques jours de l'OMS. Bon, là, on peut douter de certaines choses, ça vient de la Chine, mais parlerait d'une bonne protection de l'ordre de 75%, qui est à peu près équivalente à d'autres vaccins. Euh, on n'a pas beaucoup de raisons d'en douter. Donc, si on vous offre la possibilité, et c'est ce que disent les médecins, et là, ce n'est pas le sénateur ou le citoyen d'Américain qui vous le dit, c'est quelques médecins, si on vous le propose, il est plus sûr et plus fiable qu'un mauvais Covid-19 qui, lui, peut vous mettre par terre de façon assez sérieuse. J'ai eu le cas il n'y a pas longtemps d'un compatriote qui est décédé à 63 ans dans un hôpital en Colombie, au Pérou, pardon, avec des enfants de l'étranger, puisque lui-même était français, mais avec une fille aux États-Unis, une autre à Hong Kong et un fils en France. Pas facile à gérer, pénible, mais bon, voilà, on a tout Donc, fait, on a tout essayé. Après une semaine, voilà. Donc, il vaut mieux se vacciner. L'évolution pour essayer je ne suis pas devin et si j'avais la réponse, je pense que je n'aurais pas de souci à me faire pour mes vieux jours. La situation est particulièrement évolutive, c'est la grande phrase du gouvernement. À ce stade, et la situation est particulièrement évolutive. Dans 15 jours, les chiffres peuvent baisser, écoutez, on est revenu en dessous de 25 000 cas aujourd'hui en France, on est en dessous de 5 000 hospitalisations en réanimation. Ce n'était pas le cas il y a une semaine. Bon, la semaine prochaine, la France rouvre ses terrasses avec des jauges et des conditions draconiennes. Mais bon, les choses avancent. Est-ce que tout le monde est optimiste et positif, puisqu'on me posait des questions sur l'avenir? Non. Beaucoup parlent d'une quatrième vague parce que des confinements trop rapides, parce que pas de protection justement sur les variants et sur le risque indien particulièrement aujourd'hui, qui fait craindre le pire. Quatrième vague est possible. Elle est dans la tête de nombreux. Est-ce qu'il faut paniquer? Est-ce qu'il faut être stressé avec ça? Non, je pense qu'il faut apprendre à vivre avec un petit peu. Il faut vacciner. Il faut maintenir un minimum de bon sens et puis vivre avec. Moi, je suis curieux par principe quand on ferme ou quand on met des restrictions sur un pays. Euh, je l'ai dit, je l'ai écrit, euh, j'ai posé des questions, on ne m'a pas répondu. J'ai posé des questions au Premier ministre, on ne m'a pas répondu. J'ai posé des questions au ministère des Affaires étrangères, on ne m'a pas répondu. Aujourd'hui, vous n'êtes pas les seuls hein, en Amérique latine. Je crois que ça descend maintenant en Argentine. Il me semble que le Chili fait partie de la liste des pays. Bon, c'est pénible. Je trouve ça injuste. Maintenant, euh, côté français, j'aime mieux vous dire que bon, on n'est pas les plus populaires quand on se bat pour ça, parce qu'ils disent bah ouais, mais ils sont bien gentils, ils viennent nous contaminer. On a beau leur expliquer que non, que c'est pas le cas, qu'on est prudent, qu'on est testé, qu'on est suivi, qu'on connaît les gestes, etc. On n'est pas les plus attendus en France aujourd'hui. Si vous venez d'Inde, du Brésil ou de la dizaine de pays qui sont sur les listes, c'est vrai que, voilà, par principe, vous êtes suspicieux et douteux. Donc, c'est un peu désagréable, cette stigmatisation. Cela étant, encore une fois, on ne vous empêche pas de revenir en France. Après, alors, c'est draconien, c'est je voulais, dur. je voulais, je voulais en profiter pour résumer un petit peu. Donc, le pass vert ou passeport sanitaire, ou selon le nom qu'il aura, est pour l'instant exclusivement pour l'accès à certains événements Oui. et aucunement ne sera rendu obligatoire un vaccin pour pouvoir se rendre sur le sol français, parce que c'est une préoccupation importante.
Ça a été refusé, catégoriquement refusé et ça n'arrivera pas. Voilà. Autre point pour ceux qui sont sur São Paulo. Là, c'est une information qui nous avait été donnée il y a quelques jours par la Bienfaisance, que je trouvais très intéressante. Il existe une application qui s'appelle Poupa Tempo Digital. Poupa Tempo Digital. Et cette application vous permet de scanner le QR code sur les vaccins qui ont été réalisés au Brésil. Parce on a souvent des vaccins où, au lieu d'être écrit Coronavac ou d'être écrit AstraZeneca, c'est écrit Fiocruz et Butantan. Et Fiocruz et Butantan, quand on arrive en France, ça ne veut rien dire. Si vous scannez votre QR code de votre vaccin, vous allez avoir sur votre application non seulement le nom Fiocruz et Butantan, mais vous allez également avoir le nom du vaccin qui vous a été administré lié à votre CPF. Donc ça, c'est une espèce de mini stop Covid brésilien. Et je pense que c'est un aspect, c'est un aspect important. Xavier, tu voulais dire quelque chose tout à l'heure, non? Je voulais revenir sur le début des paroles de Damien pour dire que, d'une manière générale, et ça il l'a dit d'une manière tout à fait claire, que les consulats avaient fait un boulot de bonne qualité. Je pense qu'au Brésil, moi j'ai été témoin de très près sur le terrain de gens qui étaient perdus au fin fond de l'Amazonie, en particulier une colonie considérable de stagiaires qui travaillaient dans des sociétés de tourisme, perdus dans les endroits les plus touristiques, c'est-à-dire les plus paumés quand on connaît un petit peu la géographie du Brésil. Et ils ont été absolument remarquables. Et je veux le souligner parce que c'est tombé dans un moment où notre ambassadrice, qui était récente, est tombée malade, rapatriée à Paris, etc. Donc c'est le reste, je ne citerai pas de nom, du personnel qui, sous la houlette du ministre conseiller, ça s'appelle comme ça maintenant, a fait un travail absolument titanesque et remarquable. Voilà. Je rajouterais que non seulement ils ont fait un travail, ils ont été mobilisés, ils étaient en distanciel aussi, donc avec des moyens plus difficiles parce que limités pour travailler, mais ils subissent, et ça on a tendance à l'oublier quelquefois, ils subissent exactement les mêmes punitions que nous en termes de, voire pire, puisque ils n'ont pas le droit d'entrer. Eux, c'est une interdiction de leur hiérarchie. Et ça rend les choses encore plus remarquables en termes de dévouement et de sacrifice pour de très nombreux fonctionnaires. Et donc, voilà, donc là-dessus, il n'y a pas de doute. Les informations données par Bertrand sont très intéressantes et font partie d'un petit point. Je suis en train on progresse tous les jours et bon, il y a des discussions qui se font sur du bilatéral, qui sont confidentielles pour des raisons évidentes de secret des échanges entre pays. Elles se font sur plusieurs bases. Elles se font sur la base des vaccinations possibles ou non pour les ressortissants étrangers, donc pour nous, Français, à l'étranger dans tel ou tel pays. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. Dans certains pays, voilà. Elles se font sur base de... Et on a parlé dans les échanges un peu de préparation de cette réunion de l'envoi de vaccins français. Aujourd'hui, le Brésil, à ma connaissance, mais c'est vous les spécialistes, mais à ma connaissance, ne refuse pas de vacciner les ressortissants étrangers. Et donc, la priorité des Français aujourd'hui et des autorités du ministère des Affaires étrangères, c'est de mettre à disposition et d'envoyer ces vaccins sur les pays qui refusent les étrangers. Pour l'instant, on ne parle que de 200 000 doses, c'est quand même assez limité.
qui sont partis sur 2 destinations, plus de la moitié sur l'Inde et une petite partie sur Madagascar. Voilà. Et dernier point par rapport au QR code, c'est une très bonne nouvelle pour vous parce que à partir du moment où on peut lire le QR code, on peut le traduire. Donc, on n'a pas besoin de parler portugais. Par des applications, des joint, faire des interfaces. Je peux vous dire qu'il existe des discussions aujourd'hui avec les États-Unis, entre la France et les États-Unis, pas l'Europe, la France et les États-Unis, pour pouvoir matcher justement des échanges de données sur ce genre d'application. Donc, chaque pays qui mettrait en place ces applications, après, le problème, ça va être de définir qu'est-ce qu'on met dans l'application. Parce que c'est là que bon, la France, elle, est assez prudente sur la protection des données. Il y a des règles à respecter de la CNIL. Donc, qu'est-ce qu'on met dedans et quels moyens, quelle interface on peut utiliser pour permettre d'utiliser et d'exploiter le QR code. Je ne désespère pas avec les nouvelles que vous venez de transmettre que les gens de Sao Paulo, demain, puissent, une fois vaccinés, quelle que soit leur arrivée, dire, bah voilà, moi j'ai été vacciné, voilà mon QR code, et voilà. Donc, bon, ça, c'est plutôt des bonnes nouvelles et qui prouvent encore une fois les progrès qu'on fait chaque jour. Non, tout à fait, parce que c'est vrai que beaucoup de Français ici se font vacciner avec du Coronavac qui est pas reconnu en Europe. Donc, effectivement, il a été reconnu il y a peu de temps par l'OMS. L'Europe a annoncé qu'ils allaient commencer à faire une étude clinique du Coronavac, même si la Chine, à ma connaissance, n'a pas demandé l'autorisation en Europe. Hein. Et donc, beaucoup de Français se posent la question, est-ce que mon vaccin sera approuvé ou pas, sera reconnu ou pas? Alors, c'est vrai que pour l'instant, de toute façon, on est sur du tester, voyager, tester, confiner, tester et libérer. Ça fait un peu Free Willy sur le bord. Mais le jour où ça passera, je pense qu'il y aura quand même un certain avantage à avoir au moins les vaccins reconnus par l'OMS qui puissent être reconnus par l'Europe. Et à ma connaissance, c'est de la décision de chaque État, non, par rapport à ça. Absolument, c'est pour ça que je dis que le Green Pass n'est pas, avec la différence de chaque pays, n'est pas un modèle unique. C'est un concept qui, pour l'instant, sur un minimum, le plus petit dénominateur commun. Voilà où on en est pour l'instant. On n'en est pas du tout encore à deux. Un point important sur le vaccin. Pour ceux qui envisagent éventuellement un retour en France, cet hiver chez vous, cet été chez nous, le vaccin Janssen, une injection, donc pas besoin d'attendre la première et la deuxième, une injection. Deuxième information, vous vous inscrivez sur Doctolib, il n'y a plus de limitation à partir de mardi sur l'âge, donc à partir de 18 ans, il n'y a plus besoin de conditions particulières ou de limite d'âge, donc quel que soit votre âge, pour ceux qui veulent se faire vacciner, je ne force personne à se faire vacciner, je l'encourage, mais je ne force personne, pour ceux qui veulent se faire vacciner. 18 ans et plus, Doctolib, vous prenez le rendez-vous, Janssen. Vous n'avez pas besoin d'avoir un numéro de sécurité sociale, je répète, vous n'avez pas besoin d'avoir un numéro de sécurité sociale, encore moins besoin si vous allez dans une pharmacie où il ne sera absolument pas réclamé, il peut aller à 20 € et voilà. Si vous avez un centre de vaccination, il peut vous être demandé et à ce moment-là, un numéro, normalement, au moment où vous prenez le rendez-vous, pour les Français établis hors de France, ça avait été mis en place parce qu'on avait soulevé la difficulté. On vous donnera ce qu'on appelle un numéro fictif, un numéro temporaire, un numéro voilà, qui vous permettra d'être vacciné. Donc, c'est important de savoir aussi pour ceux qui reviennent sur la période de juillet-août,
ne prenez pas un vaccin qui, voilà, qui sera un Pfizer ou un Moderna, parce que pour que ça marche, d'abord, il est quand même fortement recommandé d'avoir le même, d'une part, et d'autre part, il faut que l'endroit où vous faites le premier vaccin soit identique avec l'endroit où vous faites le deuxième vaccin pour qu'il soit traçable. Aujourd'hui, même en France, on vous demande, et c'est nouveau de cette semaine, si vous faites votre premier vaccin Pfizer à Paris, on vous demande de prévoir le deuxième shot Pfizer fin juin, début juillet, à Paris, pas à Bordeaux si vous êtes sur la côte. Non, non, vous le faites au même endroit pour des histoires de traçabilité. Alors vous imaginez bien que la traçabilité sur un lot de Pfizer, etc., entre le Brésil, enfin vous n'avez pas Pfizer, mais mettons Pfizer dans sur un autre continent et Pfizer en France, sera beaucoup plus difficile. Or, pour avoir le QR code, vous devez avoir la deuxième. Et pour avoir la deuxième, vous devez avoir une première validée et identifiée. C'est pour ça que je reviens juste pour donner une information brève. Janssen, une seule injection et pas besoin de numéro de sécurité sociale si vous n'en avez pas. Et à partir de 18 ans, vous pouvez le faire en France. Xavier? Oui, ce que je voulais dire, on n'a jamais eu enfin maintenant je pense que j'ai un historique relativement important, on n'a jamais eu un gouvernement qui a autant parlé, et le drame, c'est qu'il ne communique absolument pas sur ces détails. J'ai découvert beaucoup de choses que je ne connaissais absolument pas dans ton discours, Damien, je te remercie pour ça, mais il y a autre chose. C'est que les fonctionnaires des consulats ne sont pas au courant non plus. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas… Le ministère des Affaires étrangères est un muet. C'est volontaire. C'est volontaire, c'est pas de la faute des personnels des consulats et des ambassades, c'est volontaire. Moi, je suis scandalisé par ce comportement. Un jour, il y a des effets d'annonce sur ces 220 millions. Il y a une aide du président, il y a des déclarations sur on va envoyer des vaccins, tous les Français seront vaccinés. Et puis, alors nous, on se saisit parlementaires, quelle que soit la tendance, j'allais dire. Même les quelques députés LREM, qui ne sont pas beaucoup français de l'étranger, mais qui sont beaucoup LREM, se dire ah tiens, on a parlé des Français de l'étranger, on va peut-être regarder ce qui se passe. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Effet d'annonce. Et puis, surtout, pas communiquer, parce qu'on ne veut pas que les consuls et les consulats se mettent à dire telle ou telle chose. Vous allez sur les pages des consulats dans le monde entier, les pauvres, ils peuvent plus. Il faudrait mettre des mises à jour. Vous avez souvent des données qui ne sont plus du tout à jour. On le voit dans les questions qu'on a par nos compatriotes qui essaient de revenir, qui me disent mais je dois faire une attestation, je dois faire non, c'est bon. Ça c'était il y a 3 mois, il y a 6 mois. Non, c'est plus comme ça. Ah oui, mais c'est sur le site du consulat. Non, mais c'est bon. Donc oui, non, je confirme que c'est volontaire. On ne veut pas de vous, on ne veut pas de nous en France. Restez où vous êtes, restez chez vous. On n'a pas besoin de ça, et donc on bloque le système. Il faut quand même savoir que même au niveau des personnels, aussi bien dans les établissements scolaires que dans les personnes détachées dans les ambassades et les consulats, il y a des consignes très strictes de ne pas bouger, de ne pas rentrer. Et donc, moi, je suis quand même un petit peu surpris par ce silence dès qu'on essaye d'aborder ces questions. Pour certains d'entre vous, vous avez pu avoir un échange avec le président Larcher, le président du Sénat, il n'y a pas très longtemps. Il était là encore avec des Français de l'étranger il y a quelques jours. Il est assez non seulement conscient et sensibilisé aujourd'hui, mais assez remonté parce qu'il ne savait pas et ne voyait pas non plus toutes les problématiques qu'on soulève là, sur cet aspect. Et il tombait un peu des nues en disant mais attendez, c'est pas normal.
Et non, c'est pas normal. Et moi, je me suis retenu ce soir parce que, mais il y aurait beaucoup à dire sur la façon dont tout ça a été géré, et en particulier pour les Français de l'étranger. Mais c'est pas beaucoup mieux ici, où vous avez de nombreux compatriotes qui ont plus de 85 ans, qui sont toujours pas vaccinés, et où on nous présente là. Mais bon, bref, ça va un peu Alors, mieux. Ce silence est absolument scandaleux. C'est insupportable. Il faut savoir une chose, c'est que le résultat dans l'action politique du moment, c'est-à-dire la campagne électorale avant l'élection consulaire, quand on fait un mailing, on reçoit un nombre de réponses incendiaires de la part de personnes âgées, dans la plupart des cas, en disant « Qu'est-ce que vous faites des vaccins ? Comment vous vous occupez de nous ?» etc. Et la majorité de ces gens-là ont un argument qui fait extrêmement mal. J'en fais partie, mais heureusement, je me porte bien. Ce sont des gens qui ont servi la France sur le terrain. Et tous ceux qui ont plus de 85 ans aujourd'hui ont servi la France sur le terrain, ont risqué leur vie au nom de la France, etc. Et ont porté avec fierté l'uniforme français. Je trouve absolument dégueulasse qu'un gouvernement ne donne pas, s'il veut avoir une politique de laisser, par exemple ici, le Brésil faire la vaccination, parfait, à condition qu'il y ait une concomitance et une communication entre les deux. Mais je trouve que ne pas avoir donné aux fonctionnaires des consulats des instructions, des informations, etc., c'est absolument impropre. Fin mars, pire que ça. Fin mars, pire que ton histoire, pire que ton témoignage. Fin mars, j'étais à Toulon. J'ai eu la chance et le privilège de monter à bord de la dernière version, du premier modèle de la dernière version des sous-marins nucléaires. D'accord ? J'ai pu discuter avec le patron, un colonel, en charge des sous-marins à Toulon. Pas du sous-marin, des sous-marins et des opérations, de la dissuasion nucléaire. Il se trouve qu'après avoir visité le tout dernier modèle, nous sommes allés au quai un peu plus loin où revenait un ancien modèle, une version un peu plus ancienne, et il était à quai depuis quelques heures. Et donc, j'ai parlé avec le colonel et je lui dis, mais attendez, le nouveau là, va partir en exercice avant d'être officiellement livré et opérationnel. Il y a un équipage à peu près de 65 hommes, on va dire, à bord. Je dis, mais vous partez dans quelques jours, comment ça se passe? Enfin, vous êtes tous vaccinés, bien évidemment. Alors, non seulement ils ne sont pas vaccinés, on leur impose, eux sont en service actif, hein, on leur impose une quinzaine. Donc, ils ont leurs femmes et leurs enfants à 500 mètres à Toulon, dans la ville. Ils sont dans une chambre isolée pendant 15 jours. Et en plus, ça ne n'est même pas compté dans le temps des opérations. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun bonus, aucune gratification pour faire ça. Alors là, moi, j'ai fait un bond de 10 mètres sur le quai. J'ai dit, mais c'est scandaleux. La dissuasion nucléaire reste une des priorités, une des grandes stratégies françaises. On n'est pas foutu de donner quelques vaccins pour nos militaires qui, eux, sont dans un sous-marin. Voilà où on en est. Voilà dans quel état la France se trouve. Alors aujourd'hui, moi, il ne faut pas trop me manger dessus parce que là, je pars et je vais me faire gronder par Bertrand parce que je pars sur d'autres sujets, mais on a un président de la République qui, dans son corpus cérébral, ne connaît pas, ne comprend pas et ne veut pas s'intéresser aux Français établis de France. Pour lui, nous n'existons pas. On n'a qu'à le voir, il n'y a pas un discours, 31 décembre, 14 juillet, etc., où il parle des Français. Même Hollande en parlait. Chirac, c'était mes chers compatriotes de métropole d'outre-mer et de l'étranger. Sarkozy le faisait. Voilà. Même Hollande le faisait. Là, zéro. Il nous oublie, c'est systématique. D'où la surprise de cette lettre extrêmement malvenue parce qu'on pourrait reprendre non seulement les chiffres, mais même le moment. Et en plus, excusez-moi, mais je sais que je suis sur YouTube aussi, le foutage de gueule. Parce que cette lettre, c'est inadmissible.
Pas comme ça, pas à ce moment-là. Pas quand on va faire des déclarations en Côte d'Ivoire, à Abidjan au mois de décembre, en disant « Monsieur le maire, c'est inadmissible, les banques françaises ne font pas leur boulot vis-à-vis des problèmes de bancarisation, il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose ». Ça fait 1 an et demi, ça n'a pas bougé d'un iota, à rien, à rien. Ça a été relancé par plusieurs personnes, en particulier par moi, parce que moi, depuis 10 ans, je suis les problèmes de bancarisation à cause de FATCA et de l'origine des États-Unis. Rien. Donc, premier problème de notre régime actuel, un président qui déteste. Qui déteste, c'est qu'il ne nous intègre pas. On n'existe pas. Alors, c'est les Anglais qui sont quittés le pays, sont des traits, sont partis, on ne veut pas en entendre parler, il n'y a rien pour les Anglais à l'étranger. Mais chez nous, c'est pas ça, on a quelque chose. Donc, on pourrait dire, mais simplement, il ne veut pas le voir, il ne veut pas le connaître et il ne veut pas s'adresser à nous. C'est quelque chose qui n'existe pas. Et au-delà de ça, par rapport à ce que je disais sur l'armée, on a un président, et là on le voit tous les jours en ce moment, et c'est catastrophique et ça m'inquiète au plus haut point pour les semaines à venir, un président qui, depuis le début de sa campagne jusqu'à maintenant, sa campagne pour arriver à la présidence jusqu'à maintenant, méprise, ne s'intéresse pas et n'a aucune appétence pour le régalien, qu'il soit dans le domaine judiciaire, militaire, sécurité, police, etc. Donc on a un pays qui parle. Alors c'est génial, on a des startups, on a des entrepreneurs, on a des yuppies trentenaires qui nous disent c'est fabuleux, mais alors d'un point de vue régalien, ce qu'on attend de l'État, c'est avant tout en tout cas pour ma part, un État fort, un État qui tient une poigne et qui tient son pays, mais un État juste aussi. Ça n'existe pas aujourd'hui ici, on en est très très loin. Je me permets de rappeler que lors de la crise de H1N1, les vaccins ont été envoyés dans toutes les ambassades, dans tous les consulats. On avait un autre président, c'était une autre époque. Merci Nicolas Sarkozy qui, à l'époque, en plus, avait donné de la gratuité pour les établissements en seconde, première, terminale. Mais, parenthèse à part, H1N1, je me permets de rappeler que, et le président Larcher du Sénat l'a rappelé il n'y a pas très longtemps encore, en disant « Je me souviens du texte et du travail effectué par les sénateurs des Français établis de France à l'époque, et le président, le ministre, avait envoyé des... Ici, rien. Rien. Donc, je sais qu'on est en campagne. C'est une campagne locale. C'est une campagne qu'il ne faut pas mondialiser, mais c'est une campagne où il faut choisir, en connaissance de cause, des gens en qui on peut avoir confiance, des gens qui ont manifesté leur engagement au service de la communauté, leur connaissance de la communauté. Parce que c'est bien beau, mais les gens qui viennent d'arriver et qui vous expliquent en long, en large et en travers ce qu'il faut faire n'ont aucune expérience du terrain et des préoccupations. Donc, je pense qu'il est important de faire confiance à des candidats et à des listes qui savent de quoi ils parlent, qui ne s'engagent pas pour faire un nouveau monde et révolutionner les relations internationales, parce que là, ce n'est pas le rôle qui est attendu des conseillers. J'ai été moi-même conseiller pendant 10 ans. J'ai travaillé le terrain. J'étais encore, il y a 3 heures au téléphone sur un gros problème d'un couple qui vient de perdre un enfant de 24 mois dans un accident domestique. Le père est en France, coincé, il ne peut pas retourner dans le pays. Le pays où sa femme, son épouse et l'enfant est décédé est sous confinement avec impossibilité de déplacer le corps de l'enfant pour l'amener à l'aéroport. Enfin, bon, voilà le genre de travaux et de missions qu'on fait. Il n'y a pas d'heure, on est un jour férié, il n'y a pas de... Voilà. Et je sais que Bertrand, je sais que Xavier, je sais que vos policiers, je sais que les équipes qui sont là sont des gens qui, comme ça, ne comptent pas, sont bénévoles. C'est plus que du bénévolat, du reste, parce que ça nous coûte en temps, ça nous coûte sur notre vie professionnelle, notre vie familiale, ça nous coûte sur notre vie et financièrement tout simplement. Donc moi là-dessus, je suis assez surpris par la multiplication de ces listes d'amateurs qui ne voient là qu'un moyen de se faire un peu de pub, mais qui ne se rendent pas compte que la gestion des dossiers que nous avons
ça ne consiste pas à aller parader dans les cocktails le 14 juillet ou d'avoir son nom sur le site du consulat, mais que c'est un travail où il faut avoir les pieds dans la glaise et les mains dans le cambouis. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle et vos têtes de liste l'ont démontré depuis de nombreuses années et savent de quoi ils parlent. Donc, on peut toujours jouer une carte politique, politicienne, on peut toujours dire oui, un tel ou un tel. Non, c'est important d'avoir des conseillers parce que c'est grâce à eux que nous, parlementaires, on peut travailler derrière sur des sujets qui nous concernent directement. C'est eux qui nous soulèvent telle ou telle spécificité. On ne peut pas connaître tous les pays du monde entier avec les règles et spécificités. On a besoin de ce relais sur le terrain. Mais au-delà de ça, pour avoir été élu moi-même de terrain pendant plus de 10 ans, bah, c'est nous qui réglons les problèmes. Et comme l'a dit Xavier Noël-Boudon tout à l'heure, les consulats n'ont pas l'information. Et dans beaucoup de cas, ils n'ont pas l'information parce que ça n'est pas leur mission, que ce soit dans le domaine des retraites, que ce soit dans le domaine de la protection sociale, que ce soit dans le domaine du retour en France. Ça n'est pas leur rôle. Ça n'est pas le rôle du consulat. Le consulat a d'autres missions, mais ça repose sur les épaules des conseillers. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir confiance et de donner preuve. Il y a des gens qui sont au service de la communauté française au Brésil. Merci Damien. Non, c'est tout à fait juste. Je pense que l'heure avance. On a deux questions. Alors, je ne sais pas si elles vont pouvoir être répondues. La première question, c'est est-ce que c'est des questions qui ont été posées par nos compatriotes qui nous assistent. La première question, c'est Oui. est-ce que lorsqu'on voyage en France et qu'on est en période de quarantaine, étant donné qu'on a le droit de sortir entre 10h et midi, est-ce qu'on a le droit de se faire vacciner entre 10h et midi quand on est dans la dizaine? Je préfère, honnêtement, je préfère dire je ne sais pas. Quand je ne sais D'accord. pas, je préfère dire je ne sais pas. C'est une excellente question. J'adore cet esprit français. C'est très français comme esprit, comme question. Donc Mathieu, J'adore la question. Je vais regarder, mais j'adore cette question. Euh, Elle est très intelligente en plus, parce qu'on pourrait se dire, ben oui, c'est logique. Bon, euh, j'ai peur que ce soit non. ben moi aussi, Pourquoi? moi aussi j'ai peur que ce soit Je non. vais le dire. J'ai peur que ce soit non, c'est parce que quand vous allez aller dans un centre de vaccination, dans une pharmacie, vous allez être en contact avec beaucoup de monde et que vous êtes a priori quelqu'un qui ne doit pas être en contact avec du monde. Donc j'ai peur que la réponse soit non. Ça aurait été génial de prendre un créneau ou de prendre une ou deux adresses et puis de dire, bah écoutez, oui, à tel endroit, tous ceux qui viennent de l'étranger, là, vous avez les mêmes risques, allez vous faire vacciner. Sachez tout de même que sur le vaccin, pour donner juste une petite information, il faut quand même entre 7 et 10 jours pour que le processus de défense immunitaire se mette en route. Encore une fois, je ne suis pas médecin, je ne suis pas un spécialiste, etc. Mais bon, je lis beaucoup, je travaille beaucoup sur ce sujet. Donc voilà, donc c'est pas Ouais, parce que ça vous avez un va. vaccin que les 5 minutes, ça va être réglé. Mais j'aime beaucoup la question. Bravo pour la question, en tout cas. Ouais, mais effectivement, je trouve que ça va un petit peu à contresens de l'idée de l'isolement, je dirais. Je crois Euh, pas. mais on va quand même vérifier. Ça, Oui, oui, c'est absolument. ça, c'est la première question. La deuxième question, alors ça va dans les deux sens, France-Brésil et Brésil-France. Aujourd'hui, les Français, pour voyager, pour sortir de l'Union européenne, ont besoin de motifs impérieux. Donc, ils peuvent pas venir faire du tourisme au Brésil, par exemple. Bon, de toute façon, c'est pas franchement le moment. Je pense qu'il faut attendre encore un peu. Euh, mais, euh, mais ils ont besoin de motifs impérieux. Est-ce que avec la flexibilisation des mesures qu'il va y avoir en France, est-ce qu'il y a une altération par rapport à ça? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est dans le sens Brésil-France. Aujourd'hui, les Français et leurs conjoints et leurs enfants peuvent aller en France, leurs conjoints sous réserve de pouvoir fournir un certain nombre
de documents prouvant une communion de vie et une relation qui date quand même depuis un certain temps. Par contre, la question est plus par rapport à certains parents qui ont leurs enfants qui étudient, par exemple en France, des parents brésiliens, d'enfants brésiliens qui, eux, étudient en France et qui, aujourd'hui, n'ont pas forcément la possibilité de voir leur enfant parce que les frontières sont fermées. L'enfant peut revenir au Brésil. Oui, oui, l'enfant, oui, mais les parents, non. Mais enfin, c'est extrêmement, extrêmement évolutif. Je peux pas dire autre chose. Il y a, ma femme est repartie aux États-Unis il y a une semaine. Il n'y avait pas de motif impérieux. Elle est partie aux États-Unis. On ne lui a rien demandé. Donc, au contrôle au départ, on ne demande pas grand-chose. Beaucoup de pays aujourd'hui, et là, je ne vais pas rester sur le cas spécifique Brésil, parce qu'il faudrait que je travaille plus sur certains points spécifiques Brésil, mais beaucoup de pays dans le monde entier aujourd'hui n'ont qu'un objectif, c'est de rouvrir leurs frontières le plus vite possible. Les États-Unis ont été jusqu'à annoncer qu'ils étaient prêts à vacciner les touristes qui arrivaient sur le sol. Les Grecs et les Israéliens ont passé un accord déjà entre eux avec des reconnaissances de certificats de vaccination et ouvrent à nouveau leur plage et la destination sans faire de demande. Donc, c'est difficile de dire le coût du motif impérieux, honnêtement. Euh, Moi, j'ai pas pris énormément l'avion, mais j'ai pris un petit peu. On me l'a demandé, on me l'a jamais demandé. On m'a demandé mon PCR, mon test, mais on m'a jamais demandé de motif impérieux. Et si on m'a dit, mais qu'est-ce que vous allez faire aux États-Unis? J'ai dit, oh, bah, j'habite des deux côtés de l'Atlantique et on m'a pas demandé les papiers. J'avais tous les papiers, hein, j'avais les papiers avec moi, mais j'ai juste répondu. Et donc, une personne qui viendrait pour autre raison que du tourisme, mais pour des raisons d'affaires, même un pays aussi difficile que les États-Unis, qui a tout fermé, qui a tout bloqué pour les personnes non détenteurs de carte verte ou double nationalité, il y avait des exceptions. On a réussi à faire rentrer des journalistes pour couvrir la campagne électorale en plein boom de la crise Covid au mois de novembre des élections l'année dernière, des élections du président Biden. Cet ami en question, qui est patron du groupe Jouve, grâce à un ami avocat, a réussi à aller faire 2 ou 3 déplacements aux États-Unis dans le cadre d'acquisitions importantes de sociétés. Donc, on arrive toujours à trouver, avec un avocat d'immigration, avec une raison, un motif qui professionnellement, familialement, personnellement. Après, il faut quand même comprendre que alors encore une fois, les relations, les échanges au Brésil, France ont tellement changé ces dernières semaines, mais on est plusieurs ici à le connaître. On a un ami à, à Shanghai qui a une chaîne de boulangerie et qui est coincé à Paris. Et il ne peut pas repartir. Voilà, il est en train de perdre son business et ses salariés. Il n'a pas le droit de revenir en Chine. À Madagascar, le cas de la famille dont je m'occupe là, je ne vais pas parler du pays, mais bon, il faut que voilà, j'ai fait une gaffe, je ne voulais pas le dire, mais donc, Madagascar, c'est difficile. Il ne peut pas y aller. Son fils est mort, il est décédé, il ne peut pas y aller. Il peut pas, il peut même pas y aller. Donc voilà, donc c'est des situations assez tragiques et assez douloureuses qui font que, bon, il y a des tolérances, il y a des exceptions, il y a des possibilités de contourner. Après, bon, on s'expose toujours. Et puis, c'est pas encore le moment de faire du tourisme, je dirais. Non, je crois que, voilà, bon, sans tomber dans l'excès du ministre Le Drian, qui, à mon avis, était particulièrement énervé ou maladroit, ou qui s'était levé du pied gauche de dire aux gens, bougez plus, restez chez vous et fermez-la, parce que ça, c'était plutôt désagréable. Je pense il faut être raisonnable. Moi, il y a des pays, il y a quelques pays où j'aurais pu me rendre vis-à-vis de mes collègues au Sénat dans l'hémicycle, à mon retour, vis-à-vis
du reste de la population qui ne peut pas forcément y aller, et vis-à-vis de la population où vous allez, dans le pays où vous allez, qui peut être réticent à vous recevoir, l'ambassade fermée en distanciel, etc. C'est pas parce que c'était possible d'y aller ou parce que vous pouvez y aller qu'il faut se précipiter. Je crois que le Mexique est resté ouvert. J'aime bien le Mexique, c'est pas très loin de chez moi, à Nouvelle-Orléans. J'aurais pu faire un tour au Mexique. Ça ne paraît pas très, très, très judicieux de le faire, même si j'ai le droit. Donc, il y a le droit, et puis après, il y a un petit peu la situation telle qu'elle est. Parfait. Ben, écoutez, je crois que Mathieu, Marianne, il n'y a pas d'autres questions sur le chat, non? 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 Ok. Aucune autre question. Mais on va répondre à Bérangère au niveau de tes questions. D'accord, ok. Pour le design. Ouais. Bon, eh bien, Damien, une dernière, le mot de la fin, ou Xavier? Ah bah, le mot de la fin, pour moi, il est très simple, hein. Il est très très simple. Après, comme je vous ai déjà dit pour qui il fallait voter, je ne vais pas vous le redire, parce que maintenant je vais vous dire, l'important, ce n'est pas pour qui vous votez, mais c'est de voter. Et ça, mes amis, il n'y a pas de mystère. La légitimité des Français de l'étranger, la possibilité de rouspéter, de se manifester, mais aussi de suggérer et d'exister, c'est de participer aux élections. Pour que la France s'intéresse à vous, intéressez-vous à la France. Moi, là-dessus, je l'ai dit, j'en avais fait mon argument lors de ma réélection en tant que conseiller, et du coup, j'avais obtenu le meilleur score de participation sur les 11 circonscriptions des États-Unis. Mais je vous le dis et je vous le redis, c'est important pour la légitimité de vos conseillers vis-à-vis de la France, vis-à-vis des autorités consulaires, et vis-à-vis après de la légitimité qu'on a, nous, au Sénat, par nos collègues qui vont nous dire oh, attendez, vous êtes gentils. Quand vous avez les députés qu'on a, là, qui ont été élus, une chef se mettait à côté du président, il a pu être élu. Quand vous avez ces députés-là qui sont élus et qui font 12-14% de participation, leur légitimité se pose là quand même. Donc, elle est de même pour les conseillers. J'insiste là-dessus. Il faut se mobiliser, il faut voter. On a la possibilité du vote Internet, on a la possibilité qu'on n'entend pas assez, mais elle est rendue plus difficile à cause de la crise, de la pandémie, mais de la procuration. Et puis le vote à l'urne. Le vote à l'urne. Mais il faut voter. Ça, c'est mon message important, très important, la participation. Eh bien, merci Damien pour votre temps. Merci à tous d'avoir été présents. Et puis, pour nous, c'est notre dernier live avant le vote Internet. On en aura d'autres après. Alors, bonne soirée à tous. Bonne nuit pour Damien, parce qu'il est tard en France, en Bretagne en plus. et à très bientôt. Bonne continuation et merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci Damien. Bonne soirée, merci. Bonne soirée, merci. Au revoir à tous.